et je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire d'information sur la réunion de haut niveau qui aura lieu aux Nations Unies à l'Assemblée générale en septembre. On est dans une présentation sur 3 continents, c'est assez exceptionnel. Donc moi, je suis Benoît, je fais partie du membre du groupe consultatif du MPSE, dont on vous expliquera plus amplement de quoi il s'agit. Et je suis votre hôte et aujourd'hui, j'ai l'aide technique des gens justement de ce mécanisme pour la participation société civile qui sont aux États-Unis et on a Valérie qui est en Afrique. Alors, je vais laisser Valérie se présenter. Sorgo, je travaille en qualité de conseiller technique en plaidoyer avec l'organisation internationale Save the Children. Je suis basée au Burkina Faso présentement, mais j'ai un poste qui couvre toute l'Afrique de l'Ouest et du Centre en matière de plaidoyer pour la santé et l'accès universel aux soins de santé. Merci. Donc voilà, Valérie pour l'Afrique. Moi, je suis dans la bonne vieille Europe et nous avons Eliana et Erika qui nous assistent pour les aspects techniques à partir des États-Unis. Donc voilà, et puis on a plein de participants un peu partout dans le monde. Alors ce webinaire, il va prendre une bonne trentaine de minutes. Je vais vous donner juste un peu l'aperçu. On aura une introduction à ce qu'est exactement cette couverture santé universelle 2030, c'est quoi ce mouvement, puis ce fameux mécanisme pour l'engagement de la société civile, et le sujet évidemment qui est la rencontre de haut niveau sur justement la couverture santé universelle. Alors on va aussi vous expliquer un peu comment vous pouvez justement participer à la préparation et à l'événement lui-même justement de cette rencontre de haut niveau. Et puis on aura ce qui sera pour moi je pense la chose la plus importante, les questions et les réponses. Alors, comme vous le voyez, on vous a éteint vos micros, c'est juste pour un peu faciliter la présentation et le niveau de la connexion. Si vous avez des questions, vous pouvez ou bien faire le système de levée de main, ou bien vous pouvez juste les écrire dans le box de la boîte de discussion. OK. Et je laisse la parole à Valérie qui va vous expliquer plus amplement justement ce qu'est la couverture santé universelle. Merci beaucoup, Benoît. Je dirais que depuis que les 193 États membres des Nations Unies se sont réunis en 2015 pour adopter les objectifs de développement durable, nous sommes certains et sûrs que nous notons que l'objectif de développement durable numéro 3 concerne les actions de santé, l'accès aux soins de santé par tous et un système de santé vraiment renforcé pour favoriser cet accès aux soins de santé-là. Et l'ODD 3.8 met l'accent surtout sur la couverture sanitaire universelle à l'horizon 2030. Donc ça, c'est une décision mondiale et globale qui a été prise par les plus hautes instances internationales et qui amène tout un chacun à se lancer dans cette dynamique-là. Et donc, dans la même lancée, les acteurs ont pensé qu'il était important de mettre en place une instance qui allait gouverner toute cette dynamique mise en place. C'est pourquoi on a créé la plateforme multipartite pour promouvoir des moteurs du travail collaboratif dans les pays et à l'échelle mondiale pour renforcer les systèmes de santé. Donc, cette plateforme multipartiste et multisectorielle a pour mission justement de collaborer ensemble pour renforcer les systèmes de santé et aussi d'engager les politiques vers la couverture sanitaire universelle pour tous et faciliter la redevabilité et le partage d'expériences entre les pays et d'un niveau national à un niveau international. Alors, quelles sont les actions principales que cette plateforme multipartite pour la couverture maladie universelle à l'horizon 2030 met en œuvre? C'est principalement d'améliorer la coordination des activités sur le renforcement des systèmes de santé pour tendre justement vers la couverture sanitaire universelle. C'est aussi de renforcer le dialogue politique entre plusieurs acteurs et la coordination des activités au niveau pays et à l'échelle internationale pour le renforcement des systèmes de santé.
c'est de faciliter la redevabilité en matière de progrès des pays vers le renforcement des systèmes de santé et la couverture maladie universelle. C'est aussi de consolider l'impulsion politique autour d'une vision globale partagée pour la couverture sanitaire universelle et plaider pour, bien sûr, la mise en place de ressources financières, humaines, techniques adéquates pour non seulement renforcer les systèmes de santé, mais aussi aider les pays à tendre vers la couverture sanitaire universelle pour répondre à l'objectif de développement durable 3.8. Alors, toute cette plateforme multipartite qui a été mise en place, quel est son mode de gouvernance? Alors, nous savons que cette plateforme a été mise en place sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé et de la Banque mondiale. Donc, ce sont ces deux organisations qui participent au secrétariat permanent, aux activités quotidiennes de la plateforme multipartite couverture sanitaire universelle à l'horizon 2030. Mais il n'y a pas que ces deux organisations-là. On a beaucoup d'autres comités qui soutiennent l'action de ces organisations. Donc, les comités, nous avons le comité directeur, qui est l'organe de l'instance de prise de décision et de surveillance de tout ce qui est mis en place pour la dynamique vers la couverture sanitaire universelle. Et ce comité directeur, qui est l'organe décisionnel, est composé de 20 membres qui représentent les organisations de la société civile, 3 membres, les pays, les organisations multilatérales, l'OMS et la Banque mondiale, et aussi le secteur privé. Nous avons d'autres instances de gouvernance telles que le groupe de référence, qui est un groupe de partage d'informations et d'apprentissage. Nous avons un groupe de travail aussi qui est mis en place dans le cadre de l'action multipartite pour la couverture sanitaire universelle. Et ce groupe de travail, c'est un groupe ad hoc qui vient et qui est mis en place par le comité directeur pour débattre et soumettre des questions, débattre des questions techniques d'accès et de renforcement du système de santé, soumettre leurs conclusions au comité directeur qui prend la bonne décision. Une fois qu'ils ont fini les travaux, le groupe se retire. Nous avons le mécanisme de participation des organisations de la société civile et je vais revenir plus en détail sur ce mécanisme-là parce qu'il est très intéressant et c'est dans ce cadre aussi qu'on se réunit. Mais retenez qu'il fait partie de la dynamique couverture sanitaire universelle 2030. Nous avons les initiatives apparentées telles que toute autre organisation globale, partenariat, regroupement qui vise le renforcement du système de santé. Et on a bien sûr ce que j'avais dit au début, le secrétariat qui est l'équipe de base qui est chargée quotidiennement de l'exécution des activités de la couverture sanitaire universelle à l'horizon 2030. Alors, tout ce package de comités, de groupes de personnes font un total de 66 partenaires qui existent un peu partout dans le monde et qui contribuent. Donc, nous prenons la dimension mécanisme de participation de la société civile à la dynamique couverture sanitaire universelle 2030. Donc, ce mécanisme-là est le bras de la société civile au sein de la couverture sanitaire universelle 2030. Quelle est sa mission? Sa mission, c'est de faire en sorte qu'au sein de ce groupe multipartite et multi-acteurs, la voix des organisations de la société civile soit entendue. Elle se veut aussi de garantir que toutes les politiques qui sont mises en place sont assez inclusives, sont équitables et que personne n'est oublié, personne n'est mis de côté. Donc, c'est vraiment la société civile qui est là, qui défend les intérêts des oubliés, des plus pauvres, voilà, qui est la voix des sans-voix, si vous voulez. Donc, quelles sont les principales actions de cette organisation de la société civile-là? C'est principalement l'influence des politiques et le plaidoyer. Donc, nous influençons la conception et l'application des politiques, non seulement au niveau global, mais aussi au niveau national. Nous faisons pression pour qu'il y ait des procédures de définition et d'application des politiques participatives, inclusives et équitables. Nous renforçons les mécanismes de citoyenneté et de redevabilité sociale des États.
nous faisons la promotion de la coordination entre les plateformes et les réseaux d'OST travaillant sur les questions de santé au niveau national, régional et mondial. Nous avons aussi créé des connaissances sur l'existence et la complexité structurelle actuelle au niveau national pour les organisations de la société civile pour l'accès universel, la couverture sanitaire universelle. Donc, pour la suite du bras de la société civile au sein de la couverture sanitaire universelle, qui est le mécanisme de participation de la société civile, nous avons aussi un système de gouvernance qui a été mis en place pour permettre une certaine représentativité de tous les pays, de tous les continents et aussi voilà, de toute personne, parce que personne ne doit être laissé de côté. Tout le monde, ça doit être inclusif pour tout le monde. Et pour cela, en 2017, en septembre 2017, on a ouvert un appel à participation pour que les organisations puissent se positionner pour participer à ce débat-là sur la participation des organisations de la société civile. À l'issue de cette ouverture du poste, nous avons pu recruter 18 membres qui sont assez représentatifs du genre, représentatifs des continents, représentatifs des pays aussi, donc qui vont permettre de représenter les organisations de la société civile au sein de la couverture, de la dynamique de la couverture sanitaire universelle. Et donc, Benoît et moi, aujourd'hui, nous parlons au nom de ce mécanisme-là de participation de la société civile. Mais seulement, il faut vous dire que ce mécanisme ne se limite pas seulement aux 18 membres. Non, nous avons toute personne qui est désireux de contribuer et de donner de la voix, de prêter sa voix aux sans-voix est tout à fait invité, c'est tout à fait possible. Et dans ce sens, nous avons environ l'adhésion de 500 individus à travers le monde. Nous avons 250 organisations et une représentation de 50 pays. Donc, si vous n'êtes pas encore membre du mécanisme de participation de la société civile à la couverture sanitaire universelle, rendez-vous sur notre site. Après, Benoît va vous partager notre site et voyez les pays qui sont déjà représentés, les individus et les organisations et devenez membre, contribuer, donner de la voix pour défendre les sans-voix. Alors, en quoi consiste justement cette réunion de haut niveau des Nations Unies sur la CSU? Tout d'abord, elle aura lieu en septembre et c'est évidemment dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui est un peu la grand-messe de tous les États et tous les présidents du monde, où autres premiers ministres se retrouvent à New York pour faire traiter de plein de sujets. Et tous les autant d'années, il y a un sujet spécial santé qui a été désigné, ce qui a été le cas pour la couverture santé universelle, car à travers une résolution qui a été votée justement en 2017, on a accepté d'organiser un sommet de haut niveau sur la CSU. Alors, les objectifs qui ont été mis sur 2030, on se retrouve maintenant sur l'objectif 3.8, comme on vous l'a expliqué, à un moment essentiel, et c'est une chance qu'il faut vraiment pas laisser passer parce qu'on n'aura pas beaucoup d'autres après celle-ci. Et c'est donc vraiment important de ne pas rater le tir. Le but, évidemment, c'est d'obtenir un accord parmi les chefs d'État et gouvernement sur les mesures et solutions de coopération sur des questions importantes de la CSU. Alors évidemment, ça touchera à la santé, mais il y aura aussi plein d'aspects liés à ça, le financement et autres. On pourra y revenir. Et comme j'ai dit, cette réunion est prévue pour le jour du 23. Alors c'est vraiment important d'engager votre pays parce que pas tous les pays ont le même engagement par rapport à la CSU. Il y a évidemment ceux qui sont très très pour et qui ont pris le lead là-dessus, entre autres la Thaïlande et la Hongrie. Puis ils ont derrière eux un petit groupe de pays qu'on appelle les amis de la CSU, dont il y a entre autres le Ghana, l'Afrique du Sud et quelques autres pays comme la Géorgie, le Brésil et la France. Et puis, il y a plein de pays qui sont évidemment très concernés, mais qui manquent justement cet engagement. Donc, on reviendra aussi au niveau de pays, ce que vous pourriez faire justement pour un peu sensibiliser vos propres gouvernements. Alors, quelle en est l'importance au niveau mondial de cette rencontre? Ben déjà,
c'est que le résultat de cette réunion serait une déclaration assez forte, justement sur une politique de la CSU, et qui formera la base d'efforts mondiaux, justement pour fournir un accès universel à des soins de santé qui soient abordables pour tous, l'aspect qu'on dit de laisser personne pour compte, conformément aux EDD 3.8. Alors juste pour rappel, l'EDD 3.8, c'est un accès à des services de santé de qualité, sans pour autant mettre en risque financier ceux qui doivent y avoir accès. Parce que la santé, évidemment, c'est un droit. Et puis la création également, après cette rencontre de haut niveau, d'une plateforme globale pour les pays afin qu'ils s'engagent envers la CSU. Alors, qu'est-ce que ça veut dire évidemment au niveau national? En quoi ça regarde chacun dans ses missions? Ben justement, les parties prenantes, comme la société civile, mais pas qu'elle, vous pouvez vous saisir cette occasion qui est quand même une occasion qui est, je pense, sera la seule entre maintenant et les années où on va évaluer finalement les efforts faits dans les ODD, pour avoir une influence justement sur l'approche de leur gouvernement envers la CSU. Vous pouvez, par exemple, à votre pays, si vous l'avez pas déjà fait, regarder s'il y a des plans de route pour atteindre la CSU, si votre gouvernement l'a inclus dans leur politique de développement sanitaire ou autre. Plaider afin que les gouvernements assistent en personne à cette rencontre de haut niveau. Ça, c'est évidemment à faire en amont de ce sommet. Donc, vous pouvez déjà dès à présent prendre des contacts, vous informer si ce sera le président en personne, si ce sera le Premier ministre, et mettre un peu la pression. Alors, plaider afin que les gouvernements prennent des engagements réalistes envers la CSU. On a l'habitude et on a pu observer que dans pas mal de gouvernements et de pays, on signe des engagements sans forcément par après les appliquer. C'est un grand classique. On se rappelle tous la déclaration d'Abuja qui demandait de mettre 15% à la santé. On est revenu de très loin de ça. Donc, pour l'instant, mais on y reviendra tout à l'heure, on est en train de revoir ce pourcentage parce qu'on voit que c'était irréaliste et que personne ne s'y tient. Et puis, engager la société civile, vos concitoyens, dans ce processus afin d'en garantir la redevabilité. Ça, c'est très important parce que ça montre aussi au gouvernement que c'est lui qui est aux manettes, c'est lui qui a cette obligation justement d'assurer une couverture sanitaire dans son territoire et pour ses citoyens. OK? Alors, de notre côté, on avait déjà fait parvenir une lettre dans le temps au directeur de l'OMS, Dr Tedros, avec les 4 priorités pour justement l'engagement envers la CSU. Mais vu qu'on est tous des organisations différentes avec des approches et des thématiques différentes, on s'est recadré sur ce qu'étaient en fait les 4 piliers qui pouvaient garantir justement la CSU et on devait avoir un engagement étatique par rapport à ces demandes. Alors évidemment, j'en ai déjà parlé, c'est avant tout une question d'argent, donc l'augmentation du financement de la santé publique. Là, on est sur une vision de demander 5%. Évidemment, c'est applicable de pays à pays. Comme vous avez entendu, j'ai cité l'exemple de la déclaration d'Abuja. Mais il faut voir aussi par rapport au pays et aux besoins. Donc, chaque pays, évidemment, on les laisse libres. Mais on ne peut pas faire des promesses d'atteindre la CSU si derrière ça, on ne mobilise pas les moyens nécessaires, justement, et de faire un costing de ce que ça pourrait amener. Alors, en deuxième lieu, on a atteindre en priorité ceux qui sont laissés pour compte, comme le veut l'engagement des ODD. En anglais, on appelle ça le leave no one behind, ça veut dire ne laissons personne pour compte. Et ça implique une politique de santé et un investissement et une priorisation des plus vulnérables. Donc, c'est les gens les plus reculés qui ont évidemment les moyens les plus réduits. Et c'est pour eux justement que si on demande certaines choses, comme par exemple une santé gratuite pour certains soins, par exemple les soins maternels et les soins pour les enfants de 5 ans, c'est justement parce qu'on sait que c'est eux les plus vulnérables et que si ce n'est pas couvert justement par la santé publique, que ça va les laisser pour compte et pas justement garantir leur droit à la santé. En troisième lieu, on a se concentrer sur les travailleurs de la santé, qu'ils soient rémunérés ou non, afin d'accroître la force de la santé. Alors évidemment, il y a tout l'aspect physique d'un système de santé,
mais on sait très bien qu'au-delà des bâtiments, des médicaments et du matériel, un système de santé ne tient que par justement ses forces et ses prestataires de santé. Et c'est pour ça qu'on a aussi mentionné rémunéré ou non, parce qu'on tient tout particulièrement à ce qu'on appelle les volontaires et prestataires volontaires de santé qui sont communautaires, comme les relais communautaires ou des autres, parce que c'est eux le premier contact avec les gens et les malades. Et puis finalement, et ça nous regarde tous, c'est engager la société civile et les citoyens dans le processus afin d'en garantir la redevabilité. S'il n'y a pas ce plaidoyer derrière pour justement pousser les gouvernements à tenir leurs engagements, ils pourront s'engager à n'importe quoi et ils rentreront au pays et ça sera, comme on dit en anglais, business as usual, ça veut dire on va juste refaire ce qui a lieu pour l'instant et on sait que ça n'est pas une solution. Okay. Alors, comment est-ce qu'on peut faire entendre votre voix, vos contextes et vos desiderata? Alors déjà, on a eu ces webinaires, dont hier, on a eu celui en espagnol et avant ça, celui en anglais, qui sont tenus avec des gens de la société civile à travers le monde. Et ça, c'est très important, on a 2 enquêtes que vous pouvez remplir sur l'Internet. C'est sur le fameux système SurveyMonkey. Vous trouverez les liens sur le site CSEM, où vous trouverez aussi les diapositives de cette présentation. Parce que si vous cliquez maintenant sur le mot enquête, vous n'allez évidemment pas avoir cette enquête devant vous. Mais quand ils seront sur le site, vous les cliquerez et ça vous amènera directement sur justement cette enquête qui est disponible en français. Alors, il y a une enquête qui est celle de la CSU 2030. C'est plutôt dirigé et organisé en lien avec des aspects qui sont plutôt multilatérales et globales. Donc, on parle un peu l'Organisation mondiale de la santé. Et puis, il y a celle qui est proprement du côté société civile, c'est la nôtre, évidemment, et la vôtre. Et celle-là, elle est disponible aussi, et donc c'est celle du CSEM. C'est très important de les remplir, parce que l'input qui sera fait dans ces enquêtes, on va le faire remonter, et il va vraiment nourrir la perception et le cadre de référence, justement, des demandes dans ce sommet de haut niveau. Alors, les ébauches des demandes de la CSU 2030, pour l'enquête et la consultation multipartite. La consultation multipartite qui aura lieu en avril, on en parle plus tard. Et puis, on aura aussi des consultations avec la société civile en tête-à-tête, entre autres à la conférence qui a lieu pour l'instant à Kigali, où certains de nos membres du groupe consultatif sont présents, mais aussi à d'autres occasions, comme par exemple le G20 et à d'autres sommets qui auront lieu cette année. On va faire des tête-à-tête et reprendre justement des éléments pour nourrir notre position et nos demandes. Puis, il y aura aussi une session informelle sur le rencontre de haut niveau pendant les réunions de printemps de la Banque mondiale. Alors ça, c'est les réunions qui ont lieu à Washington de la Banque mondiale, mais où il y aura cette année aussi une journée spéciale CSU et comment la financer. Puis, et ça c'est très intéressant, mais je ne peux pas encore vous divulguer quels pays seront concernés, mais on aura des réunions plaidoyer autour de cette réunion de haut niveau qui auront lieu dans les pays. Alors, ce sera dans 14 pays sur les 3 continents, mais on attend que le choix des pays seront fixes. Pour l'instant, on sait que ce sera en partenariat, entre autres, donc le mécanisme de participation de société civile, la Fédération internationale de la Croix-Rouge et UN-SIDA. Donc, on va faire plusieurs pays où on tiendra des consultations publiques avec évidemment la société civile, mais on va aussi inviter des gens des gouvernements et des ministères et du secteur privé. Et puis, il y a la grande concertation multipartite du 29 avril qui aura lieu aux Nations Unies, qui est un peu la dernière préparation, disons, pour faire justement une déclaration forte du côté société civile. Alors, comme vous pouvez le voir, on a déjà mis le lien dans le chat box, donc le box de discussion. Vous pouvez cliquer dessus et ça vous mènera directement justement à l'enquête à laquelle j'ai fait référence. OK. Il me reste alors à vous informer sur le site, si vous ne l'avez pas encore visité, qui est assez neuf et récent, qui est le site justement du CSEM, qui est un peu aussi votre site. Si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous et rejoignez les 500 membres et les 250 organisations. C'est csemonline.net. Et puis, on est évidemment aussi sur Twitter. Et si vous avez quelques autres questions, il y a l'adresse email des gens qui assurent le secrétariat.
et c'est Eliana qui est avec nous d'ailleurs à partir des États-Unis. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre participation et j'ai hâte d'entendre vos questions. Je suis sûr qu'il y en a. Vous pouvez ou bien les écrire ou bien lever la main d'une façon électronique, bien que je... Ah, J'ai vu que Etselmou a une question, alors peut-être tu pourras faire un mute comme ça, il peut nous poser sa question. Merci. alors, on va lui donner le micro à travers les États-Unis. Moi, la France demande aux États-Unis de donner le micro à Claire Sambou. Je ne sais pas où elle se trouve, mais C'est fait. voilà. Fait. Claire. Allô, Claire? Claire, vous avez la parole. She's still muted. Oui, elle n'a toujours pas elle a la parole, mais pas le micro. Voilà. Allô, allô? It seems like it's not working, so maybe, Claire, if you could type in the chat box. At the moment, we don't seem to be able to unmute you. Oh, pardon, tout ça en français maintenant. Oui, Claire, Claire, pardon. si tu peux Je vois le micro, mais on n'arrive pas à te le donner. à Tu peux nous écrire ta question dans le chat box? Parce que nous sommes très intéressés, absolument. Istelmou, vous avez eu la main élevée. Est-ce que vous voulez parler? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, on vous reçoit parfaitement. Parfait. Donc, d'abord, je vous remercie de m'avoir permis de participer au cours de cette phase préparatoire de cette réunion de haut niveau. Vous savez que le réseau que nous avons en Mauritanie est donc membre fondateur de l'OAPES, donc qui est ici représenté par Madame Claire Sapou. Et nous travaillons depuis quelques années justement pour influencer le gouvernement et donc le secteur privé pour que cette CSO puisse avoir donc lieu en Mauritanie. Et Dieu sait que nous sommes un pays qui en a besoin. Donc, si vous regardez tous les indicateurs en fait liés à la santé et à la pauvreté en Mauritanie, vous devriez savoir qu'on devrait figurer en première ligne donc, par rapport à ces pays qui ont besoin de cette couverture. Mais le problème est que très malheureusement, au niveau des Nations Unies, on donne beaucoup d'importance à la société civile et malheureusement, sur le plan national, dans les États, ce n'est pas tout à fait réparti de cette façon. Et c'est pourquoi, quels que soient d'ailleurs les efforts qui seront engagés au niveau de l'ONU, au niveau de toutes les instances que vous mettez sur place, donc selon votre très bonne volonté et votre humanisme, ils ne peuvent donc avoir effectivement un impact sur les communautés tant que la société civile professionnelle qui s'est versée dans ce domaine-là et qui s'est portée volontaire pour donc, le mettre en place n'a pas été suffisamment impliquée par les gouvernements. Et nos États, en général, ils ne cèdent que c'est la pression des donateurs ou des pays qui donnent ou du système des Nations Unies. Et c'est malheureusement la même chose par rapport aux agences du système des Nations Unies qui sont dans nos pays, qui ont été influencées également à travers le rapport quotidien avec les responsables. Et c'est absolument malheureux. Donc, la question que je voudrais poser donc, par rapport à cela, c'est que est-ce qu'il y a un moyen, à travers tous ces mécanismes, à travers toutes ces bonnes volontés, d'influencer nos États de manière à pouvoir donc avancer sur le plan de la CSU. Étant entendu que sur le plan interne, nous avons tout fait, nous, ici, au niveau de la société civile. Nous avons même, nous, au niveau de ce réseau-là, organisé dernièrement une émission télévisée qui a donc mis sur la même table tous les partenaires de la santé pour essayer de discuter ce problème. Mais malheureusement, on bute toujours à ce problème de blocage et les États partent toujours seuls. Ils partent toujours seuls au niveau des Nations Unies pour dire qu'ils vont faire ceci, pour dire qu'ils vont faire cela.
Et nous, ici, au niveau de la société civile, malheureusement, on est très mal compris par le système, par les partenaires d'abord, du système des Nations Unies, mais également par les États. Et donc, nous sommes des lycées profonds. Et comment voulez-vous qu'il puisse y avoir une couverture universelle si la société civile qui représente réellement les communautés est absente sur le plan national et n'est pas également imposée ou n'est pas en tout cas recommandée au niveau international? Voilà ma question, je vous remercie. Ok, si je peux vous fournir un début de réponse parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses. D'abord, merci beaucoup Isselmou pour cette question et tous les efforts aussi que vous faites au niveau de votre pays. Alors, j'ai moi-même travaillé longtemps ou presque exclusivement sur terrain et donc je comprends parfaitement tout ce que vous avez dit et je pense d'autres aussi ici dans l'appel doivent se reconnaître dans cette situation. En fait, c'est une chose qu'on discute régulièrement au sein du CSEM. C'est cet aspect que, en fait, même si dans le pays même, on appelle quelqu'un, je dirais même des partenaires techniques financiers comme l'UNICEF, on n'est même pas sûr qu'ils vont nous répondre. Et j'ai pu remarquer qu'au niveau international, là, ils sont tous très responsifs. Donc, ils sont vraiment de notre côté. Ils soulignent l'importance de la participation de la société civile. Mais quand on descend sur terrain, en fait, on voit qu'il y a vraiment un grand fossé entre ceux qui ont le pouvoir et la société civile. Et donc, on a essayé d'envisager, mais ça c'est dans un futur un peu lointain, de faire justement aussi des retours et avoir des gens au niveau régional, des représentants du mécanisme de participation de la société civile. Maintenant, dans le futur proche, disons, comme vous avez pu voir dans notre demande qui a été partagée avec l'OMS et des autres organisations, on essaye de souligner chaque fois la participation de la société civile à tout niveau, pas juste comme un exercice, ah oui, on a consulté une société civile, mais disons dans une approche intégrée, où on les considère pas juste comme des opposants, mais vraiment des gens qui contribuent à ce développement sanitaire, qui sont aussi les mieux placés pour assurer que personne n'est laissé pour compte sur terrain. Dans ce sens-là, on essaye cette année, je pense que c'est une très bonne occasion avec cette rencontre de haut niveau, c'est, si je peux m'exprimer ainsi, de coincer un peu les dirigeants. Alors, comme vous savez, ils vont, probablement tous les présidents, ils veulent absolument être à cette Assemblée générale des Nations Unies, donc ils seront probablement là. Pour eux, c'est le moment de rencontrer leurs collègues, de faire des arrangements et tout ça. Maintenant, nous, de notre côté, on va être là aussi. Et de cette sorte-là, on est des deux côtés. Donc, il y a vous dans le pays et nous au niveau international. Maintenant, tout ça, ça tient parce qu'on va communiquer entre nous. On va savoir ce que sont les engagements de la Mauritanie et ce qu'ils vont dire aux Nations Unies. Et donc là aussi, avec ma propre organisation, on a un peu établi un sorte de plan d'action, ce qu'on peut faire en amont. Déjà voir est-ce que le président, est-ce que c'est le Premier ministre qui va aller, que la société civile lui a remis certaines demandes, et puis à son retour, voir s'il a été à la hauteur de ces demandes, quelles ont été les déclarations qu'il a faites, est-ce qu'il a sous-signé justement la déclaration de la rencontre de haut niveau. Donc ce sont plein d'éléments qui permettent de justement augmenter cette redevabilité. Et je ne sais pas si, je pense pas la Mauritanie, elle n'est pas dedans dans les rapports volontaires nationaux, mais c'est chaque État est demandé à faire un rapport sur l'avancement des ODD, Objectifs de développement durable. Cette année, il y en a 18 pour l'Afrique, mais je pense peut-être la Mauritanie dedans même. Je devrais vérifier. En tout cas, il y en a 18. Et dans les méthodologies qui ont été prescrites pour justement faire ces rapports volontaires, il y a écrit qu'on doit consulter les multi-acteurs, dont la société civile. Maintenant, c'est quoi le garde-fou là-dessus? C'est justement nous au niveau international qui sont en lien avec vous, où on peut interpeller les gens et dire, voilà, on va pas dire Isselmou nous a dit que vous les avez pas consultés, mais on va dire, voilà, il faut que vous appliquiez vraiment avec sérieux cette méthodologie et ces procédures. Donc voilà, on doit vraiment aligner nos forces au niveau international et national pour faire cet aspect de suivi aussi sur ce qui est effectivement fait. Mais je vous rejoins entièrement aussi, c'est ce que mon expérience dans les 10 dernières années sur terrain, c'est un peu que les autorités se sentent au-dessus de tous et pas forcément voient l'apport que peut faire la société civile.
Et c'est pour ça que maintenant, nous, à notre niveau, et vous, à le vôtre, c'est très important qu'on puisse justement, à travers des enquêtes, à travers des positions communes, et peut-être que dans un futur proche, vous feriez partie du groupe consultatif de la CSEM, parce que c'est un groupe avec des sièges tournants, donc peut-être dans quelques temps, vous serez là. Vous verrez aussi, vous apporterez votre expérience aussi à New York, à Genève, justement, pour sensibiliser les États vers leurs responsabilités. J'ai juste un message pour ma très chère Claire Sambou. On n'arrive pas à vous donner le micro. Est-ce que vous pouvez essayer de votre côté en cliquant sur le petit symbole? Peut-être ça marcherait parce qu'on est très intéressé d'avoir votre question. Allô? Allô? Oui, je pense que c'est Zacharia qu'on entend. C'est ça. On attend toujours Claire, donc on va juste écouter Zacharia en espérant que Claire va nous écrire sa question. OK. Allez-y, Zacharia. Merci bien. Et je pense que c'est la toute première fois que je participe à cette réunion. C'était un plaisir pour moi donc de joindre le groupe. Moi, je suis en fait le président de l'Observatoire burkinabé pour la qualité et la sécurité des soins. Et nous savons très bien qu'en matière de couverture santé universelle, il y a de nombreux défis. Si nous voulons effectivement atteindre l'agenda 2030, nous devons travailler effectivement sur les principaux déterminants qui vont donc nous permettre donc d'atteindre donc les objectifs donc souhaités dans le cadre de cet agenda 2030. Donc moi, je voudrais juste poser une question relative particulièrement à la question de la résistance antimicrobienne. Nous savons que de plus en plus, les microbes développent de plus en plus de résistance vis-à-vis des antibiotiques que nous avons. Nous savons aussi qu'il y a peu de nouvelles molécules antimicrobiennes qui sont donc en phase de développement. Alors, devant donc la croissance assez inquiétante vraiment de cette résistance, comment est-ce que l'agenda 2030 prend en compte cette question? Parce que si nous ne pouvons pas avoir, si nous n'avons plus assez d'antibiotiques ou d'antimicrobiens efficaces, alors que nous savons qu'effectivement nous avons une bonne proportion donc, des pathologies qui sont en fait d'origine infectieuse, surtout dans les pays en développement, comment est-ce que nous allons donc nous prendre pour d'abord contrer d'abord cette question en vue de garantir un peu le succès donc, de l'agenda 2030 par rapport donc à la couverture santé universelle? Donc, voici un peu la question que j'avais. Ok, merci. Je ne suis pas un expert dans la médecine. Par contre, je sais que sur les principes sur lesquels la couverture santé universelle est basée, il pourrait y avoir des portes d'entrée justement pour traiter votre demande au gouvernement. Je pense que ça passe d'abord et avant tout avant le renforcement des systèmes de santé. Bien sûr. Et là-dedans aussi, l'aspect justement de laisser personne pour compte. Parce que si ces médicaments ou ces traitements ne sont pas disponibles, c'est clair que ça pose un problème. Maintenant, il faudrait vraiment bien analyser le système et voir avec des autres gens de la société civile du Burkina s'il y a de quoi justement mettre ça à l'avant et faire un plaidoyer auprès de votre ministre de la Santé ou voire même Premier ministre qui prenne ça en compte et qu'il apporte ça au niveau le plus haut possible. Ok. Parce qu'à l'instant où je vous parle, je suis même à un atelier qui est en fait l'atelier de renforcement donc, de la législation en faveur donc, de la résistance antimicrobienne en Afrique. L'atelier regroupe actuellement 10 pays d'Afrique francophone. Et le constat est qu'effectivement, la plupart des pays sont un peu engagés d'abord pour avoir un plan de lutte contre la résistance antimicrobienne. Parce que ce qu'on dit aujourd'hui, c'est quoi? C'est plus de 700 000 décès maintenant chaque année. Et les projections disent que d'ici 2050, si nous ne faisons rien, nous allons donc assister à plus de 10 millions de décès et avec plus de 100 millions donc, de pertes économiques liées donc à cette question. Et pour un pays comme le Burkina Faso,
la plupart de nos antibiotiques de première ligne, de première intention pour la prise en charge des pathologies respiratoires, des diarrhées des enfants, et les antibiotiques utilisés dans le cadre donc, de la prévention des infections en chirurgie, nous avons atteint aujourd'hui des proportions assez très inquiétantes par rapport donc, il y a environ 10-20 ans de cela. Et les germes, les infections résistantes, effectivement, sont de plus en plus effectivement visibles dans notre système de santé. Donc, autour de cette question, je sais qu'effectivement, il y a des initiatives déjà au plan d'abord de l'Union africaine. Il y a effectivement une initiative effectivement à ce niveau pour en fait engager les organisations de la société civile sur cette question. Okay. Et deuxièmement, ici également, au niveau d'un certain nombre de pays, effectivement, il y a des initiatives également de la société civile pour effectivement proposer des alternatives afin que le gouvernement s'engage donc sur cette question. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que la plupart des organisations également aussi de la société civile ne sont pas aussi très au parfum de cette question, de cette menace. C'est là aussi tout le danger qu'il y a et qui fait que nous sommes un peu audibles en fait vis-à-vis donc des différents acteurs donc, qui interviennent sur le système de santé. Donc effectivement, ce qui est important, c'est effectivement arriver à faire ce lien entre la couverture santé universelle et des problèmes spécifiques, comme je l'ai dit, tels que la résistance antimicrobienne, qui va effectivement créer un gros souci en termes d'accès à des médicaments de qualité sûrs et à moindre coût donc, pour les populations. Valérie, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Oui, oui. Moi, je vais juste dire, Zakaria, c'est très important ce que vous nous dites. Et je pense qu'il faut, justement, de votre côté, pas abandonner et mobiliser la société civile dans une priorisation dans le programme sanitaire de votre pays pour ça. Et comme vous l'avez dit, la couverture santé universelle, ça a à voir avec ça. Merci. Valérie? Oui, tout à fait. J'apprécie beaucoup l'intervention de Zakaria parce que c'est une question à laquelle on n'y pense pas tout de suite parce que ça relève du côté technique et je pense que Zakaria, c'est quelqu'un qui a un bagage technique très important que... Je suis médecin avant tout. Ah ben voilà. Médecin, voilà, épidémiologiste. pas du tout. Voilà. Donc, c'est une connaissance que n'importe quel membre d'organisation de la société civile n'a pas du tout et n'est pas du tout informé là-dessus. Et je pense qu'il faut commencer par là. Il faut commencer par parler à ces organisations de la société civile là. Et au Burkina, il y en a pas mal. Je sais qu'il y a des groupes qui se sont constitués pour faire de la veille communautaire dans certaines régions par rapport à l'accès aux soins de santé. S'il vous plaît, Monsieur Zakaria, si vous pouvez vraiment informer déjà ces groupes-là sur ce danger qui est là, ça serait très important parce que c'est des groupes qui peuvent créer le dialogue au niveau communautaire et apporter ce dialogue au niveau national pour que ça devienne un souci national. Voilà. Moi, mon avis, c'est de vraiment porter cette information et au besoin former les organisations de la société civile sur la question pour qu'ils puissent parler pas avec la même compétence que vous le faites, mais quand même évoquer le sujet avec voilà, toutes les inquiétudes qui l'accompagnent. Je pense que c'est... Allô? On vous écoute, Zakaria. Donc, je pense que c'est très bien ce que vous dites. Effectivement, c'est même ça notre vision, en fait. Et nous avons déjà commencé avec... parce que nous avons déjà créé, en fait, un groupe que nous avons donc appelé l'initiative communautaire donc, contre la rame. Et comme c'est une approche multisectorielle, parce que cette question, en réalité, ce n'est pas seulement au niveau du secteur de la santé humaine. Les facteurs de risque, en fait, de cette résistance se trouvent au niveau également du secteur de l'élevage. Vous savez, l'utilisation intempestive et abusive des antibiotiques dans les enclos d'élevage. Il y a également aussi au niveau du secteur donc, de l'alimentation et de l'agriculture que des antibiotiques également sont utilisés comme des facteurs de croissance. Donc, alors que le problème, c'est que les microbes se trouvent en réalité dans l'environnement. Donc, au finish, ils s'adaptent donc déjà à ces antibiotiques et finissent donc par développer donc des résistances. Donc, ce qui fait que nous, dans notre approche, on a plutôt fait une approche multisectorielle, effectivement, au niveau des organisations de la société civile. Donc, ceux qui interviennent dans le domaine de l'élevage, les organisations des médias, les organisations qui travaillent un peu dans le domaine de l'agriculture et également dans le domaine de l'environnement de façon générale. Donc, c'est ce groupe que nous avons créé, avec qui nous sommes déjà effectivement en train déjà de faire des formations pour déjà effectivement les former et afin qu'eux aussi puissent également aussi, à travers leur réseau,
faire augmenter un peu le niveau donc, de connaissance donc, des différents, surtout donc, ils ont donc à charge. Donc, ça veut dire vraiment que votre suggestion, effectivement, est vraiment bien prise en compte ici. Mais il faut le dire clairement, c'est une science qui est très difficile à expliquer. Hein, ça, il faut le dire clairement. C'est très difficile. Si vous parlez, par exemple, de la question du VIH, de tuberculose, du paludisme, dans nos terminologies, dans nos dialectes locaux, vous avez des expressions ou des situations pour caractériser ces pathologies. Mais dès que nous tombons sur la question de la résistance, il n'y a aucune terminologie. Pour moi, tout de suite, vous me mettez peut-être dans une communauté et me dites de parler de cette question, je ne saurais pas quelle terminologie utiliser pour qu'ils puissent comprendre. Donc, c'est vraiment, constitue vraiment un grand frein, même pour les questions même liées à la communication, la sensibilisation, tout ça. Zakaria, oui. Merci beaucoup. J'ai juste une dernière question avant, parce qu'on doit aussi, il y a des autres gens qui ont des questions. Juste pour vous dire, si vous n'êtes pas encore membre du CSEM, inscrivez-vous, ça permettra de faire remonter ces questions et ces demandes. Et remplissez aussi l'enquête, parce que voilà, c'est des opinions comme les vôtres et ceux des autres gens qui doivent remonter par cette enquête justement dans les CSU. Je vois qu'il y a une question. Le lien, il est à quel niveau? Il est à votre droite, où il y a les messages, là, vous voyez? D'accord. Conversation du groupe, c'est là qu'ils sont. Ok, d'accord. Si on peut donner… Merci, Zakaria. Si on peut donner la parole à ACF qui a levé la main et qui a le micro, je pense. Allô, bonjour, vous me recevez? Oui, on vous écoute. D'accord, c'est Herman, le chargé de plaidoyer et communication de la mission ACF au Tchad. Je voudrais intervenir justement par rapport à cette thématique de CSU. Tout à l'heure, dans votre intervention, Benoît, vous avez souligné qu'il faille faire de pression sur nos gouvernements pour qu'ils prennent des engagements. Mais je voudrais relever d'un point qu'aujourd'hui, en réalité, le problème, ce n'est pas vraiment des engagements qui manquent. Par exemple, quand tu prends le cas du Tchad, nous avons des plus beaux textes, nous avons des plus grands engagements, notamment les différentes déclarations. Nous étions partis à ces différentes déclarations. Mais le sérieux problème aujourd'hui qui bloque effectivement la CSU, c'est la question de la crise économique qui fait à ce que l'État est pratiquement incapable d'assumer ses responsabilités sociales. Et donc, à mon niveau, je voudrais vous demander, est-ce qu'en dehors des engagements à prendre et autres, est-ce qu'il n'y a pas une autre stratégie visant à mobiliser les ressources nécessaires? Parce qu'aujourd'hui, quand vous partez vers l'État, vous lui dites que vous avez souscrit la déclaration d'Abuja qui demande que vous prévoyez 15% de votre budget à la santé. Ils vont vous dire effectivement, nous nous rappelons de ça, mais il n'y a pas de moyens. Est-ce que, à notre niveau, est-ce que nous ne pouvons pas essayer de changer notre manière de lutter, de plutôt chercher à orienter notre plaidoyer beaucoup plus vers les bailleurs de fonds, vers ceux qui, en tout cas, appuient les pays en difficulté comme le nôtre? Est-ce qu'on ne peut pas jeter le regard vers ce côté? Merci beaucoup, Herman, pour cette question. C'est le nerf de la guerre, en fait. Hein. J'ai dit tout à l'heure, la première demande, c'est le financement. Et vous avez bien raison. Alors, dans le plaidoyer, on voit de plus en plus qu'en fait, on ne doit pas se diriger au ministère de la Santé, mais au ministère de la Finance. Parce que tout est une question de priorisation. Et je vous suis entièrement parce que j'ai eu la même chose dans des pays comme la RD Congo, par exemple, où on disait oui, le gouvernement, il fait tout ce qu'on veut. Il vous promet les meilleures choses, que chacun aura des soins gratuits, tout ça. Et quand le moment est venu de payer la facture, il y a plus rien. Sur la piste, donc il faut de toute façon, mais ça c'est un long débat, hein, mais quelque part il faut envisager quel est le coût d'une santé et d'une couverture santé universelle. Alors il y a des schémas qui existent pour ça où on voit que une partie peut être couverte par exemple par les assurances maladie que les employeurs, donc tout le monde qui est employé dans l'économie formelle. On sait bien qu'en Afrique, il y a beaucoup de pays où la majorité, c'est l'économie informelle, mais l'économie formelle, souvent dans la loi, oblige l'employeur à payer les soins de santé de son employé et de sa famille. C'est peut-être le cas au Tchad. Oui, donc, ces gens-là sont déjà couverts. Vous voyez, dans le grand troupeau qu'il faut couvrir, ces gens-là sont couverts.
Puis, il y a des gens qui ont suffisamment de moyens pour se payer ce qu'on appelle une assurance maladie privée. Donc, ces gens-là aussi, ils sont quelque part couverts. Ceux qu'on doit prioriser à travers la santé primaire, c'est justement les plus vulnérables, ceux laissés pour compte. Et c'est là que l'État doit prioriser ce secteur-là et ce groupe-là de la population. C'est les gens qui sont très loin des villes, c'est les gens qui n'ont pas d'emploi, c'est les enfants, etc. Et pour ça, ils doivent mobiliser des ressources. Alors, ce qu'on voit de plus en plus dans des pays aussi, c'est qu'on va demander au gouvernement d'aller taxer des produits qui sont nocifs pour la santé. On parle d'alcool, on parle de tabac. Et aussi, on regarde de plus en plus, mais ça commence dans certains pays, aussi à taxer des produits qui créent de l'obésité. Et dans ce sens-là, c'est une mobilisation des ressources. Maintenant, là aussi, il faut que la société civile serve de chien de garde pour justement regarder où va cet argent, comment est-ce qu'elle est récoltée ou pas, et comment aussi dans le budget national, c'est pas parce qu'on dit le budget il est voté en septembre qu'on dit en septembre on va donner 10% ou 5% à la santé, que dans l'exécution c'est fait aussi. Donc on voit que des gens qui veulent plaider pour la santé se retrouvent presque à faire un travail de comptabilité. Mais c'est très important. Maintenant, la CSU, on a plutôt une tendance de vraiment demander que les fonds mobilisés soient dans le pays. Pourquoi? Parce que si on va laisser une politique dépendre des fonds et des dons extérieurs, le pays n'aura jamais une politique de santé digne de ce nom, ni elle se sentira pas obligée d'assurer le droit à la santé. Donc, c'est comme dans le budget d'une famille, on ne peut pas dépendre de sources extérieures. Parce que si tout d'un coup, d'un jour ou l'autre, ces sources s'essèchent, on ne pourra plus soigner la famille. Donc, c'est très important de travailler. C'est une question de volonté et de priorisation, même quand il y a peu de moyens, de mobiliser au niveau du pays. Oui, Benoît, je vais ajouter juste deux mots pour notre collègue Herman. C'est juste de s'inspirer et de lire beaucoup sur l'expérience du Ghana et du Rwanda en la matière. C'est des pays qui ont quand même réussi à mobiliser des fonds domestiques, des fonds de l'intérieur pour pouvoir couvrir les besoins de tendres verts. Parce que la couverture sanitaire universelle, il s'agit de tendres verts et des tendres verts qui sont assez en avance sur les autres pays en Afrique et qui peuvent servir de modèle et qui peuvent inspirer d'autres initiatives. C'est important de lire là-dessus. Et puis le Nigeria, si je peux ajouter, le Nigeria qui a instauré 1% sur des taxes d'alcool et tabac. Et si je peux me joindre à ce que pourrait être le rôle des pays de bailleurs de fonds, parce que nous sommes bien conscients qu'il y a une très grande responsabilité là aussi. Si on regarde un petit peu, fait une analyse des pays de revenus très basses, on voit bien qu'il y a un très grand rôle, parce qu'il y a des pays où la priorisation, c'est plutôt une question de volonté politique. Et là, notre plaidoyer devrait viser justement au gouvernement national de prioriser les fonds, mais il y a aussi des pays où nous savons que dans les années à venir, soit ils sont atteints d'une fragilité ou l'autre, ils ne vont pas être en mesure de porter ces coûts complètement. Et là, il y a un très grand rôle à jouer pour les pays de bailleurs de fonds, justement dans un cadre de solidarité. Alors, juste pour dire qu'au sein du CSM, nous sommes très conscients qu'il y a les deux côtés et on vise sur les deux. Merci beaucoup. Et une fois de plus, si je peux juste ajouter, Herman, remplis justement l'enquête, le survey manqué dont tu vois le lien, parce qu'il y a des questions là-dessus justement, sur le financement, ce que tu penses être utile. Ok, je crois que je suis même sur la page de l'enquête. Okay. Fantastique. Super. Oui. D'accord. Alors, est-ce que entre-temps, Claire a pu avoir le micro? Toujours pas. Okay. Toujours pas. Claire, est-ce que Claire nous entend toujours? Non.
Je ne suis pas sûre qu'elle nous entend même, sinon elle aurait tapé son message dans le box. Je pense aussi, j'ai essayé de la joindre par message privé, mais je pense qu'il y a un problème avec le lien et la connexion. Et nous sommes désolés pour cela. Alors, est-ce qu'il y aurait encore des autres questions? Surtout, essayez de tenir à l'œil le site, parce que là, on va aussi pouvoir vous communiquer dans quel pays il y aura les rencontres. Donc, j'avais mentionné ces 14 pays. Et en fait, ce seront des rencontres pour avoir aussi vos inputs, mais en même temps, ce sera aussi une sorte de moitié formation, comment vous donner aussi les outils pour interpeller votre gouvernement et le rendre plus redevable sur justement leur engagement dans la santé et la CSU. On doit finir, hélas. Alors, Isselmou, je vois que vous avez levé la main, mais on doit finir dans 3 minutes. Si vous pouvez envoyer la question ou bien par écrit, ou bien juste en 30 secondes, parce qu'en fait, cette intervention est enregistrée. Vous allez pouvoir aussi la réécouter si vous voulez. Et on doit finir dans 2 minutes. Allô, vous m'entendez? Oui, mais très bref. Oui, allez-y. D'accord, je tenterai de l'être. Euh, Disons que j'ai deux petites propositions. La première, est-ce que vous pouvez nous envoyer ces liens donc jugés utiles par email pour qu'on puisse donc les exploiter en particulier pour le formulaire que vous enseignez. Et la deuxième des choses, est-ce qu'il n'y a pas des passerelles qu'on peut mettre en place entre l'équipe en fait qui s'occupe de cette supervision et de ce suivi, la préparation donc, de cette réunion de niveau, et donc les plateformes nationales pour qu'on puisse ensemble, donc de manière régulière et de manière donc, active, faire les suivis de ce webinaire et pourquoi pas préparer le prochain. OK. Je vous ai envoyé les liens. Et on reste vraiment ouvert aussi par mail. Envoyez-nous, vous voyez le mail ici sur le dernier slide. Et puis, si possible aussi, inscrivez votre organisation comme membre. C'est gratuit, évidemment. Et alors, vous serez représenté aussi dans le site. Et vous verrez aussi tous les autres membres au niveau de la Mauritanie, par exemple. Et de votre réseau, ils seront déjà là aussi. Et merci pour vos suggestions. On va garder ça. Regardez aussi sur le site pour justement avoir les enregistrements de ce webinaire et les diapos. Le Oui, site et l'adresse email sont très importants si vous voulez suivre toutes nos activités et surtout voir l'audio et toutes les questions de ce webinaire. j'espère que vous avez tous noté, ils sont ici devant vous. Donc csmonline.net et le mail csem@msh.org. N'hésitez pas à envoyer des mails et nous, on va faire le suivi certainement. Voilà, il me reste à vous remercier tous et à espérer qu'on reste en contact et qu'on pourra aussi travailler tout au long de cette année justement sur la CSU et à rendre les gouvernements et les bailleurs et toutes les instances plus responsables afin de laisser personne pour compte et d'assurer la santé pour tous. Ok, merci à tous pour votre participation. Au revoir. Au revoir, merci à tout le monde. À très bientôt. Ah.